Salut tout le monde, mon nom est Pat, bienvenue dans cette vidéo qui fait partie d'une série sur l'histoire de l'Amérique française. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nation amérindienne extrêmement importante qui a joué un rôle de premier plan dans l'histoire de la Nouvelle-France. Je parle bien sûr des Iroquois. C'est un peuple extraordinaire et fascinant et aujourd'hui, nous allons particulièrement parler de leur confédération, c'est-à-dire leur alliance qui a fait d'eux une force militaire extraordinaire pendant le 17e siècle. L'une des plus grandes énigmes de la préhistoire québécoise est la disparition des Iroquoiens de la vallée du Saint-Laurent. En effet, ces derniers y étaient bien installés lors des visites de Jacques Cartier entre 1534 et 1542. On sait qu'ils habitaient deux bourgades appelées Stadacone, sur le site de l'actuelle ville de Québec, et Hochelaga, sur l'île de Montréal. L'explorateur français nomme également 6 autres demeurances situées sur la rive nord du fleuve, Ajoast, Starnatam, Taya, Citadine, Tequenondaï et Achelassie. Mais on ignore s'il s'agissait de villages ou de simples campements temporaires. À leur apogée, on estime que les Iroquoiens du Saint-Laurent se répartissaient en 25 nations le long du fleuve et qu'ils comptaient peut-être jusqu'à 120 000 personnes. Toutefois, 61 ans plus tard, lors de la première visite de Samuel de Champlain en 1603, ces villages avaient disparu. La région était alors fréquentée par les chasseurs et les pêcheurs algonquins. À cette époque, 2 groupes iroquoiens occupaient toujours des territoires distincts. La Huronie, dans le sud de l'actuel Ontario, qui était habitée par les Hurons, et l'Iroquoisie, dans l'actuel État de New York, les Iroquois proprement dit. Toutefois, plusieurs indices suggèrent que les Iroquoiens du Saint-Laurent constituaient un groupe distinct de ces deux entités. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Comment est-ce qu'un peuple entier disparaît en seulement 60 ans? Les raisons de leur disparition demeurent mystérieuses. Certains pointent du doigt les maladies contagieuses que les Européens auraient accidentellement emmenées avec eux en Amérique et qui auraient décimé les populations locales. D'autres blâment plutôt les guerres incessantes qui faisaient rage entre les différentes nations autochtones qui occupaient le territoire. La présence des guerriers iroquois dans la région lors de l'arrivée de Champlain semble donner de la crédibilité à cette seconde théorie. Si Hochelaga et Stadacone ont bel et bien été anéantis par les Iroquois, comment expliquer une si soudaine puissance militaire? La tradition orale raconte une histoire extraordinaire qui pourrait bien contenir des éléments historiques éclairants. On raconte l'histoire d'un homme appelé Dekanawida qui naquit en Huronie. Son nom signifie « deux rivières qui se rencontrent ». Selon la légende, sa mère était une vierge et alors qu'elle était enceinte, elle eut une vision qui l'informa que le fils qu'elle portait causerait indirectement la ruine de son peuple. Après la naissance de l'enfant, sa mère et sa grand-mère auraient tenté à 3 reprises de le noyer dans les eaux glacées d'un lac. Mais à chaque fois, le lendemain matin, le nourrisson fut retrouvé en pleine santé dans les bras de sa mère. Les 2 femmes lui laissèrent donc la vie sauve. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs éléments mythiques qui se mélangent à cette légende. Toutefois, il faut garder en tête qu'il y a une réelle possibilité que plusieurs des faits mentionnés peuvent très probablement être inspirés par des événements historiques qui se sont réellement passés. Devenu adulte, Dekanawida eut également des visions et se sentit investi d'une mission sacrée, celle de mettre fin aux guerres incessantes entre les nations et de les unir dans la paix. Il souhaitait que les Iroquois s'unissent en une grande confédération semblable à celle des Hurons.
l'Alliance Huronne réunissait déjà 5 nations, le peuple de l'ours, le peuple de la corde, le peuple du rocher, le peuple du daim et le peuple du marais. Dekanawida quitta sa famille et voyagea vers le sud-est, dans le territoire des Iroquois. Ses tentatives de convaincre ces derniers de mettre fin à leur querelle intestine furent d'abord un échec. Dekanawida souffrait apparemment d'un trouble de la parole qui l'empêchait de communiquer ses idées adéquatement. Il fit alors la connaissance d'un Mohawk très charismatique nommé Hiawatha. Ensemble, ils réussirent à persuader 5 nations iroquoises de mettre fin aux hostilités qui les déchiraient et de s'allier en une grande confédération. Les Agniers, également appelés Mohawks, les Oneitut, les Onontagués, les Goyongouins, les Tsonontoan, également appelés les Sénécas, devinrent les membres fondateurs de cette alliance. Les Tuscaroras s'y joignirent plus tard. Lors de la cérémonie officielle, Dekanawida aurait déclaré « Moi, Dekanawida, et les chefs confédérés, déracinons le plus grand pin, et dans la cavité ainsi créée, nous jetons toutes nos armes de guerre, nous les enterrons hors de notre vue, et replantons l'arbre. Ainsi, la grande paix est établie. » La Confédération iroquoise est l'entité politique la plus sophistiquée et la plus démocratique qui existait à l'époque dans tout le nord-est de l'Amérique. Son existence eut de profondes répercussions à travers l'histoire du Québec et de l'Amérique. En 1609, afin de sceller son alliance avec les Hurons et les Algonquiens, Samuel de Champlain accepta de se joindre à eux pour assiéger leurs ennemis iroquois. Il remonta la rivière Richelieu et traversa le lac qui porte aujourd'hui son nom pour se rendre en Iroquoisie. En s'attaquant ainsi aux Iroquois, il prouva son amitié à ses alliés, mais fit des 5 nations les ennemis jurés de la petite colonie française. Forts de leur grande alliance, les Iroquois éradiquèrent presque complètement la nation huronne et multiplièrent les attaques meurtrières contre la Nouvelle-France dans les décennies suivantes. On estime que jusqu'à 1/10 des hommes de la colonie ont péri lors d'attaques iroquoises. Jusqu'en 1701, ils furent le principal obstacle à l'expansion de la Nouvelle-France et au recrutement de nouveaux colons. La Confédération iroquoise aura également un impact important dans l'histoire de nos voisins du Sud. En 1988, le Congrès des États-Unis vota une résolution qui reconnaît l'influence des principes démocratiques de la Ligue des 6 Nations dans l'élaboration de la Constitution américaine. Alors voilà, c'est l'histoire de la Confédération iroquoise. C'est important de rappeler que leurs descendants vivent toujours, ils sont toujours vivants, ils possèdent une culture vibrante, une langue qui est toujours parlée. C'est un peuple absolument fascinant à étudier et à découvrir. Je vous encourage d'ailleurs à le faire si vous avez trouvé ce vidéo intéressant. Cela étant dit, donnez-nous également un pouce levé si vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Et sur ce, je vous dis à bientôt, chers amis.